l'école peut beaucoup, l'école ne peut pas tout. On ne peut pas juste lui déléguer toutes ses responsabilités en disant nous, l'éducation des enfants, c'est l'affaire de tous. Vendredi 16 octobre, Samuel Paty a été assassiné quelques jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Ce drame a mis en lumière les difficultés que rencontrent de nombreux professeurs lorsqu'ils abordent la question de la laïcité en classe. Pour Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, l'école n'a pas failli à ses devoirs. Au contraire, elle a été attaquée car elle est justement un rempart contre l'obscurantisme. Gauthier Vaillant, journaliste au quotidien La Croix, s'est entretenu avec Najat Vallaud-Belkacem. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la 2e saison de Place des religions. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour ce podcast. Aujourd'hui, vous êtes officiellement retiré de la vie politique, mais vous restez une figure de la gauche et du Parti socialiste. Cet entretien a lieu une dizaine de jours après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, décapité par un terroriste pour avoir montré en cours les caricatures de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, on a envie d'interroger l'ancienne ministre de l'Éducation. Est-ce que l'école est en train de perdre la bataille de la laïcité ? Mais je pense que si l'école a été attaquée à travers la personne de Samuel Paty, c'est précisément parce qu'elle est un rempart contre les obscurantismes, un rempart contre le terrorisme. C'est pas parce qu'elle est une faiblesse. Au contraire, c'est dans l'école, et je peux témoigner comme ex-ministre de l'Éducation, c'est dans l'école qu'on trouve les plus ardents défenseurs des valeurs de la République. Ceux qui jouent ce rôle éminemment précieux de les transmettre à notre jeunesse et aux jeunes générations. Et donc, aujourd'hui, plutôt que de regarder en quoi est-ce que l'école aurait failli dans cette affaire, j'ai envie de vous dire que l'école n'a pas failli. Samuel Paty était en train de remplir sa mission d'enseignant lorsqu'il apprenait aux élèves ce qu'est la liberté d'expression, la tolérance, l'altérité, le fait qu'on puisse ne pas être d'accord les uns avec les autres et réussir à vivre quand même ensemble. Et ça, ce sont des choses absolument fondamentales à transmettre aux élèves. Ce qui a failli, c'est plutôt ce qui est autour de l'école, à l'extérieur. C'est d'abord, si on reprend l'histoire chronologiquement, c'est le regard qu'on porte sur l'école, et y compris qu'aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de parents portent sur l'école. Les parents ont certes des droits, mais ils ont aussi un devoir absolument fondamental qui est de ne pas s'immiscer dans ce qui relève de l'institution scolaire, c'est-à-dire la pédagogie, de ne pas s'immiscer dans ce que l'école apprend aux élèves. Et ça, c'est un discours simple qu'il s'agit de répéter. Je trouve que ça a beaucoup disparu, en fait, des débats qui ont cours depuis 10 jours maintenant. La deuxième chose qui a failli, à mon sens, autour et donc à l'extérieur de l'école, c'est à nouveau la façon dont, par un discours de prof-bashing constant, régulier, on en vient à décrédibiliser la parole des enseignants aux yeux de leurs élèves comme aux yeux des parents de leurs élèves. La troisième chose sur laquelle on a failli de l'extérieur, c'est la tournure de nos débats publics. Lorsque, à longueur de temps, dès que vous allumez une chaîne de télévision ou une station de radio, vous entendrez couler des outrances de la part de polémistes professionnels, lesquelles outrances tombent directement dans les oreilles de nos jeunes et sont autant d'épines qu'on met dans le pied des professeurs qui, eux, sont chargés d'expliquer à ces jeunes que les valeurs de la République, c'est quelque chose d'important et qu'on doit lutter contre la haine. Voilà, donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont l'environnement de l'école. Et je le redis, je le disais déjà beaucoup quand j'étais ministre, l'école peut beaucoup, l'école ne peut pas tout. On ne peut pas juste lui déléguer toutes ses responsabilités en disant nous, l'éducation des élèves et l'éducation des enfants, c'est pas notre affaire. L'éducation des enfants, c'est l'affaire de tous. Voilà, donc je pense que
si on pouvait déjà s'interroger sur le regard collectif qu'on porte sur nos enseignants et sur notre école, on aurait fait un grand pas. Les attentats de Charlie Hebdo se sont déroulés en janvier, donc ça nous paraissait vraiment important d'intégrer dans la laïcité des caricatures. Les attentats de Charlie Hebdo, point de départ de cette journée. Pour l'occasion, les lycéens ont donc travaillé pendant plusieurs mois sur la charte de la laïcité. Maintenant, je connais la charte de la laïcité comme ma poche, et puis j'adore partager du coup ce que j'ai appris avec les élèves plus petits, ou même des secondes, ou même à des personnes plus grandes. J'ai appris plein de choses à mes parents, donc du coup, c'était vraiment un projet très enrichissant. En 2015, en janvier 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, vous êtes ministre de l'Éducation et vous annoncez un plan de 250 millions d'euros pour renforcer la laïcité à l'école, avec toute une série de mesures. Est-ce que vous auriez imaginé à l'époque qu'on en serait là aujourd'hui en 2020 ? Personne n'aurait eu envie, et à n'importe quelle époque d'ailleurs, de se retrouver un jour avec une tragédie comme celle qu'on a vécue avec Samuel Paty. En 2015, lorsque les attentats de Charlie, de l'Hypercacher nous tombent dessus, souvenez-vous, c'est l'époque où on décide de respecter une minute de silence, et que dans certains établissements scolaires, eh bien, cette minute de silence ne va pas de soi, voire est contestée. Ces incidents nous poussent à interroger très fortement ce qui se passe à l'école et la capacité finalement de notre éducation nationale à transmettre les valeurs de la République, puisque finalement tout le monde se tourne à ce moment-là vers l'école. C'est d'ailleurs très pesant, je me souviens l'avoir physiquement ressenti à titre personnel, et les enseignants évidemment encore plus. Donc la capacité de cette école à transmettre les valeurs de la République. Ce qu'il apparaît, c'est que tout cela n'est pas si évident que ça. D'abord parce que les professeurs sont parfois dépassés par les événements, en manque de formation criante, soumis à des situations de terrain qui sont à chaque fois entre les lignes ou dans une tension qui n'était pas prévue par les textes et qui n'est pas si simple que cela à régler. Et donc, c'est à l'ensemble de ces problématiques qu'on essaye d'apporter des réponses. Alors, on l'a fait comment ? D'abord en organisant une grande mobilisation dite pour les valeurs de la République, pour que tout le monde se mette en commun cette réflexion autour de l'école. Au terme de cette grande mobilisation, nous avons décidé en effet de relancer des formations pour que les professeurs sachent par exemple comment appréhender les nouveaux enseignements que nous mettions en place, comme l'enseignement moral et civique, qui est un enseignement qui allait apparaître à ce moment-là dans la scolarité des élèves à partir de la rentrée 2015. On a également une politique de fermeté et d'autorité parce que la situation l'exigeait, remontée systématique du moindre des incidents, signalements. On était en plus dans une période où, évidemment, il y avait une très forte anxiété autour de la radicalisation des jeunes, donc beaucoup de dispositifs de prévention de la radicalisation, de détection de cette radicalisation, y compris dans les établissements scolaires, de travail avec le ministère de l'Intérieur pour faire remonter cela très rapidement. Voilà, donc quelques exemples de ce que nous avons lancé à ce moment-là, mais c'est vrai que ça a été une période d'une certaine façon, très chargée, très intense en termes de création d'outils nouveaux pour aider l'école. Et quel bilan est-ce que vous tirez aujourd'hui de ces dispositifs, de ces innovations, de ces moyens que vous avez mis à l'époque dans ces questions de laïcité à l'école ? Est-ce que vous diriez qu'il ne faut pas que le drame de Conflans-Sainte-Honorine masque des progrès par ailleurs ? Voilà, quel bilan vous tirez ? Évidemment, l'émotion l'emporte quand on assiste à ce qui s'est passé le 16 octobre dernier. Enfin, pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai été absolument et totalement bouleversée par cette histoire. Donc, ce n'est pas moi qui vous répondrai, on a tout fait et on est content d'avoir tout fait. Personne n'est content. Enfin, je veux dire, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous avons fait à ce moment-là, en 2015, a permis que beaucoup d'élèves
se voit expliciter bien davantage que par le passé ce qu'est la laïcité, ce que sont les valeurs de la République, et que beaucoup d'entre eux y adhèrent. Parce que, au fond, ce que nous avons fait à partir de 2015, c'est aussi dire... Il ne suffit pas d'appliquer les règles de la laïcité à l'école, ça c'est très important, et d'expliquer à tous que c'est comme ça et pas autrement. Mais il faut aussi une pédagogie de la laïcité. C'est-à-dire qu'il faut expliquer en quoi la laïcité est désirable, en quoi les valeurs de la République sont désirables. Et donc je pense que depuis 2015, grâce à ces formations, grâce à ces contenus pédagogiques, grâce à ces enseignements nouveaux, grâce à la journée de la laïcité organisée tous les 9 décembre dans tous les établissements scolaires et dans laquelle on a incité les élèves, les classes à faire des activités autour de ce sujet. Je pense que quand même, il ne faut pas sous-estimer ou méconnaître les bienfaits de tout cela. Évidemment, ce sont des choses qui apparaissent moins au grand jour que quand il y a une catastrophe nucléaire comme celle à laquelle on a assisté récemment. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense aussi que sur ce type de sujet, il ne faut jamais considérer ça y est, on a fini le boulot, on peut passer à autre chose. Il y a une part des professeurs qui semblent, dans les suites de ce drame qu'on a vécu, vouloir redoubler d'efforts. Et voilà, ils se montrent très déterminés à parler de liberté d'expression, parler de laïcité, montrer les caricatures à leurs élèves. Par ailleurs, d'autres professeurs qui disent aussi qu'ils n'ont pas envie d'être des martyrs de la République, qui ne sont pas forcément là pour ça. Récemment, je discutais avec un professeur qui me disait « Pendant des années, on nous a dit que la religion n'avait pas sa place dans l'école de la République, et aujourd'hui, on nous demande de parler à nos élèves de laïcité, de faits religieux. Est-ce que vous comprenez un peu ce désarroi qui peut exister? Et quel est, selon vous, le juste rôle? Qu'est-ce qu'on peut demander à nos enseignants? Jusqu'où on peut leur demander de s'impliquer sur ce sujet-là? Moi, je dirais que ce qui a beaucoup changé, évidemment, aussi dans la vie des enseignants, c'est la prégnance du fait religieux dans ces jeunes générations. C'est-à-dire que, au fond, il y a 20 ans, ou même 15 ans, je ne pense pas que le sujet de la religion était convoqué par les élèves eux-mêmes dans le cadre des cours d'histoire ou de sciences de SVT, etc. Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Donc ça, en fait, c'est une donne qui est une donne nouvelle, en tout cas depuis quelques années, qui est une donnée de société et pas simplement d'école. Comme souvent, s'il y a bien une leçon que j'ai apprise de mon passage au ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'on se trompe souvent dans le diagnostic que l'on fait sur l'école, parce qu'on voudrait lui faire porter la réalité ou la responsabilité d'un certain nombre de thèmes à elle seule, exclusivement, alors qu'en fait, elle n'est que la vitrine de choses qui se passent dans la société. Je vous en donne un exemple pour me faire bien comprendre. Regardez tous ces procès faits aux enseignants sur le mode on a perdu en autorité. Les enseignants ont perdu l'autorité qu'ils avaient jadis sur les élèves, etc. Mais c'est incroyable quand même de se lancer dans de tels procès sans se rendre compte que s'il y a un problème d'autorité, s'il y a eu une évolution, on va dire, de la nature de l'autorité qu'on exerce sur les jeunes générations, eh bien, ce problème et cette évolution-là concernent l'ensemble de la société. On la retrouve exactement de la même façon dans les familles, par exemple. Pour le dire simplement, moi, quand j'étais enfant, le soir, quand on dînait à table avec mes parents, il n'était pas question que les enfants ouvrent la bouche. Les enfants n'avaient pas à parler autour de la table, c'était les adultes qui parlaient. Je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, à l'âge qui est le leur. Il va quasiment de soi pour nous, les adultes, que ce sont les enfants qui parlent le soir à table. C'est ainsi. Alors on peut le déplorer, enfin moi personnellement je ne le déplore pas, mais c'est ainsi. La société a évolué, on donne de plus en plus la parole aux enfants, on leur apprend d'ailleurs, y compris à exercer leur esprit critique, et on considère même que c'est une valeur positive, une vertu. Donc c'est normal que dans l'enceinte de l'école également, ce soit un autre rapport
qui se mettent en place entre les professeurs et les élèves. Un rapport fait d'appel à l'intelligence, de pédagogie, et donc un rapport plus complexe. Parce que d'une certaine façon, il n'y a rien de plus simple que de taper du poing sur la table et puis de faire preuve d'autorité. Et c'est comme ça et pas autrement. Mais la mission des enseignants, c'est complexifié, comme le rôle des parents s'est complexifié avec le temps. Est-ce qu'il y a aussi une place à l'école pour que les blessures occasionnées par ces caricatures chez certains élèves musulmans, par exemple, soient aussi entendues ? Est-ce que dans les cours d'éducation morale et civique, par exemple, est-ce que le professeur doit aussi donner un espace d'expression à ces sensibilités blessées ? Mais ce type d'enseignement est précisément pensé pour que les sujets puissent être abordés de façon sereine. Donc, précisément, organiser des débats entre les élèves, des jeux de rôle, faire en sorte, au fond, que plutôt que de garder à l'intérieur de soi une nuée d'informations, voire souvent de désinformations qui vous poussent au conspirationnisme ou à ne rien comprendre de ce qui est en train de se passer quand on a l'âge d'être collégien ou lycéen, eh bien, l'exprimer, entendre la contradiction, le confronter finalement à un discours rationnel, c'est quelque chose dont on considère que c'est positif et c'est utile pour les élèves. Donc l'objet de ces enseignements, c'est pour ça qu'on dit que ça vise à développer l'esprit critique, c'est précisément que puissent être exprimées les choses pour qu'on se rende compte du caractère absurde qu'elles ont parfois. Ça n'est pas un exercice facile, naturellement. Mais je pense que, encore une fois, on voit souvent ce qui n'a pas marché, mais j'ai vu circuler beaucoup de témoignages d'élèves ou d'anciens élèves qui racontent à quel point les enseignants qu'ils ont eus les ont aidés justement à sortir d'un certain nombre d'idées reçues, ont aiguisé leur esprit critique. Ça marche aussi, et c'est ça les grandes victoires de l'éducation. On voit que depuis le drame de Conflans-Sainte-Honorine, les caricatures de Charlie Hebdo deviennent un petit peu dans le débat le symbole par excellence de la liberté d'expression en France. Nous-mêmes, d'ailleurs, depuis le début de cet entretien, on y a déjà fait référence un certain nombre de fois. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de réduire la liberté d'expression à ces caricatures et donc de donner l'impression que la liberté d'expression serait un synonyme strict du droit au blasphème ou de la liberté d'injurier ou de manquer de respect aux religions? Et est-ce que dans ce cas-là, ça ne risquerait pas d'être contre-productif d'une certaine manière auprès des Français que ces dessins heurtent? Comment les convaincre de la nécessité et des vertus de la liberté d'expression si on ne l'illustre qu'avec cet exemple-là? Mais on s'est mis à l'illustrer, vous avez raison, quasi exclusivement avec cet exemple-là, parce qu'on a tué pour cet exemple-là. C'est au fond la seule réponse qu'on puisse avoir. Parce que ne pas porter haut et fort les caricatures en question, c'est d'une certaine façon laisser les terroristes et laisser ceux qui ont tué au nom de ces caricatures l'emporter. Et on sait bien que s'ils l'emportent sur ce sujet précis, la prochaine étape, qu'est-ce que ce sera ? Il y a d'autres sujets qui les scandaliseront à leur tour et qui mèneront à d'autres actions violentes. Donc, on a été attaqués, nos valeurs ont été attaquées par cette entrée des caricatures à l'endroit de la religion. On doit répondre avec ces caricatures à l'endroit de la religion. Le débat, ces dernières semaines, s'est aussi étendu naturellement au champ politique, avec la mise en accusation d'une partie de la gauche accusée d'avoir fait preuve de complaisance à l'égard de l'islam politique depuis plusieurs années. Je ne vais pas reprendre ici ce terme islamo-gauchisme que beaucoup ont brandi, mais plutôt les mots de François Hollande, qui disait ceci fin octobre dans une interview à Libération. Une partie minoritaire de la gauche a pu manifester une étrange tolérance envers l'islam qu'elle n'avait jamais admise pour les autres cultes, en particulier le culte catholique. Fin de citation. Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je pense qu'en fait, on est dans une période
pendant laquelle il faut tous qu'on se demande en quoi est-ce que jusqu'à présent on n'a pas été suffisamment vigilant avec la question de l'islam politique. Pour répondre, moi je vous dirais que dans tous les champs de la société, d'abord du côté de toutes les formations politiques, je ne fais pas de différence à cet égard entre la gauche et la droite, dans le sens où je pense que les premières petites compromissions, souci de ne pas faire de vagues à un niveau local, voire clientélisme pour récupérer des voix, qui conduisent parfois y compris à soutenir des structures qu'on ne devrait pas soutenir, eh bien elles viennent aussi bien de la droite que de la gauche. Donc ces petites compromissions-là, elles ont eu lieu. Ces aveuglements sur la gravité d'un certain nombre de problèmes, et je ne vais pas reciter ici parce que tout le monde l'a fait, mais le rapport Aubin qui en 2004 reste lettre morte et n'est même pas publié sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale alors qu'il est remis au ministre de l'époque. Oui, ces aveuglements-là, ils existent. Donc, faisons ce travail un petit peu de diagnostic et à partir de là, prenons l'engagement de ne plus jamais se laisser avoir, de ne plus jamais perdre de terrain devant, en effet, ce qui est une force politique, l'islamisme au sens où on l'entend aujourd'hui. Il faut le combattre comme une force politique. Vous venez d'écouter un épisode de la 2e saison de Place des religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.